Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour cette deuxième vidéo sur le système nerveux. La dernière fois, on avait vu tout ce qui était système nerveux central. Donc, on avait vu cerveau, cervelet, tronc cérébral, moelle spinale. On avait vu aussi les méninges. On avait vu, dans mon souvenir, tout ce qui était cavité, voilà, avec tous les ventricules, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du système nerveux donc périphérique, du système nerveux végétatif, et aussi, on commencera par ça, par la vascularisation de l'encéphale et de la moelle. Je voulais aussi vous dire que, bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de la dernière fois et que vous avez compris ce qu'il y avait dedans. Si vous avez une incompréhension majeure, n'hésitez pas, voilà, à aller sur le forum, hein, c'est à ça que ça sert, pour poser les questions, voilà, qui vous restent, parce que je vous conseille quand même d'aller sur Internet avant de regarder, d'essayer de comprendre par vous-même. Vous aurez la réponse plus rapidement, mais voilà, si vous avez vraiment des questions, il est important que vous alliez sur le forum et que vous les posiez, surtout au début, hein, vous essayez de comprendre, on y va un peu à tâtons. Donc voilà, n'hésitez pas à poser les questions. Alors on va commencer, je vais mettre le diaporama. Donc voilà, hop. Donc le diaporama sur le système nerveux, partie 2. Voilà, allez, c'est parti. Donc voilà, je vous ai dit qu'on allait voir la vascularisation, le système nerveux périphérique et le système nerveux végétatif. C'est parti, on commence par la vascularisation. Donc on va traiter tout d'abord la vascularisation de l'encéphale. Donc elle vous paraîtra à première vue un peu, comment dire, un peu complexe et surtout un peu lourde à apprendre, mais vous allez voir que ça va rentrer très rapidement. Là, je vous recommande vraiment de refaire le schéma, hein, quitte à faire ça de façon très schématique, sans dessiner une artère à chaque fois, etc. Je vous recommande sincèrement de refaire le schéma de la vascularisation de l'encéphale, parce que vous allez voir que ça rentrera beaucoup plus facilement. On va faire ça donc étape par étape. Alors déjà, vous pouvez voir ici le cœur, voilà, et l'aorte. L'aorte, qui est donc la grosse artère qui sort du cœur, celle qui donne naissance à toutes les autres, et qui est composée donc de l'aorte ascendante, ici, de l'aorte horizontale en deux, et de l'aorte descendante, ici en trois. Donc voilà, ce sont les différentes portions de l'aorte. Cette aorte, surtout cet arc aortique, hein, qui est donc la première partie de l'aorte, va donner trois artères très importantes et qui nous intéressent tout particulièrement dans la vascularisation de l'encéphale. Donc, ces trois artères, ce sont à droite le tronc artériel brachiocéphalique droit et à gauche les artères scapulaires et l'artère carotide commune ou primitive gauche. Donc, il est important de voir que à droite, les artères carotides primitives et les artères scapulaires proviennent justement de ce tronc artériel brachiocéphalique. C'est-à-dire que à gauche, ça naît directement de l'aorte, alors qu'à droite, on a besoin d'un tronc pour les faire naître. C'est vraiment la seule différence majeure, la seule asymétrie qu'on va retrouver à ce niveau-là. Donc, elle est importante à connaître. Voilà. Donc, le tronc artériel brachiocéphalique n'existe qu'à droite, d'accord? Il sort de l'aorte et il n'existe qu'à droite. On a ensuite de l'artère scapulaire qui donne de nombreux rameaux et de nombreuses branches. On a une artère qui nous intéresse, qui est l'artère vertébrale. Donc, elle naît directement, voilà, comme vous le voyez ici, de l'artère scapulaire. Pareil à gauche, ça naît de l'artère scapulaire. Et elle va venir ensuite se loger au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du rachis, et elle remonte jusqu'au foramen occipital.
Donc, cette artère vertébrale, voilà, elle va partir en postérieur. Et vous avez ici, en comparaison, l'artère carotide commune ou carotide primitive, qui, elle, reste antérieure. D'ailleurs, vous pouvez sentir le pouls carotidien. Hein, c'est cette artère-là que vous sentez quand vous mettez les doigts ici autour de la trachée. Vous pouvez sentir le pouls carotidien, donc ce qui nous montre bien qu'elle reste assez antérieure. Donc voilà, j'ai mis ici les éléments qui sont à retenir pour l'instant, hein, le tronc artériel brachiocéphalique uniquement à droite, ok, et on va continuer. Donc, ces artères vertébrales vont remonter, hein, donc voilà, elles remontent dans chaque vertèbre, et elles vont venir se rencontrer et fusionner. D'accord? Donc, elles rentrent dans le crâne, elles se rencontrent, fusionnent. De cette fusion naît l'artère spinale antérieure qu'on reverra tout à l'heure, mais surtout le tronc basilaire qui est ici. Ce tronc basilaire, il est vraiment très important puisque il circule. Alors, on l'avait vu dans mon souvenir. On l'avait vu dans mon souvenir dans le cours de la dernière fois. On avait vu le pont, donc dans le tronc cérébral. Il circule, voilà, sur le pont, donc sur le mésencéphale. Il circule sur le pont du tronc cérébral, voilà. Et il va donner des tas d'artères pour vasculariser les structures qu'il y a autour, et notamment pour vasculariser aussi du coup le cervelet. Ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'il va se diviser en deux artères très importantes, que sont les artères, alors quand est-ce que je l'ai mis? Voilà, je l'ai mis maintenant, que sont les artères cérébrales postérieures. Donc le petit récap, on a les deux artères vertébrales qui se rejoignent, ça donne l'artère spinale antérieure, et surtout ça donne de cette fusion en fait naît le tronc basilaire. Voilà, elle fusionne pour donner le tronc basilaire, et ensuite se divise pour donner les deux artères cérébrales postérieures. On revient un peu sur la carotide. Donc la carotide primitive, ici, on suit son trajet, et elle donne, ici, elle se divise, et elle donne deux artères que sont la carotide externe et la carotide interne, qui, comme leur nom l'indique, l'une passe en interne, elle rentre, elle va aller dans le crâne, l'autre reste en externe, et elle va notamment vasculariser la face, etc. Donc, l'artère carotide interne, qui est juste ici, elle est dans le crâne, et elle va donner ces artères qui sont très importantes et qui participent à ce qu'on appelle le polygone de Wilks. Alors, ces artères, voilà la première, c'est la communicante postérieure qui va en fait être une sorte d'anastomose entre la carotide et l'artère cérébrale postérieure. Alors, c'est pas vraiment voilà, une anastomose, c'est plus un lien, une sorte de pont artériel entre la carotide et l'artère cérébrale postérieure. Elle va donner aussi l'artère ophtalmique qui va aller vasculariser l'œil, l'artère cérébrale moyenne qui vascularise donc le cerveau, l'artère choroïdienne antérieure qui est une artère qui va au plexus choroïde, et l'artère cérébrale antérieure qui est juste ici. Voilà. Et des deux côtés, les artères cérébrales antérieures sont anastomosées par une artère communicante antérieure. Voilà, je crois que j'ai pas mis plus d'infos là-dessus, voilà. Et donc là, on a décrit toutes ces structures. Donc une fois que vous avez appris tous ces noms, vous refaites le schéma et vous avez toutes les structures en tête. Donc, on refait juste un petit récap pour voir ce qui se passe pour la carotide. Donc, on la suit, voilà. À droite, on est du tronc artériel brachiocéphalique droit, et à gauche, on est directement de l'arc aortique. Donc, hop, on suit l'artère carotide commune ou l'artère carotide primitive, l'artère carotide externe qui ne nous intéresse pas pour la vascularisation de l'encéphale, et l'artère carotide interne ici, et ici, voilà, très importante, artère carotide interne, hein, j'ai mis le nom là.
qui va donner ensuite une artère cérébrale moyenne, une artère cérébrale antérieure, une artère choroïdienne antérieure qui a un aspect assez, comment dirais-je, un trajet assez tortilleux, hein, même si là, c'est pas représenté. Vous avez l'artère communicante postérieure, ici, qui vient communiquer avec l'artère cérébrale postérieure. Et les artères cérébrales antérieures communiquent via l'artère communicante antérieure. Voilà. Ce qu'il faut retenir aussi, qui est important, c'est que l'artère ophtalmique qu'on voit ici, c'est l'unique rameau de l'artère carotide interne. C'est-à-dire que toutes les autres artères dont j'ai parlé, donc les 4 autres artères, hein, il y en a 4, artère choroïdienne antérieure, artère cérébrale moyenne, artère cérébrale antérieure et artère communicante postérieure, ce sont des branches terminales de l'artère carotide interne. Ce ne sont pas des rameaux. Donc vraiment, l'artère ophtalmique, c'est l'unique rameau de l'artère carotide interne. Et ça, c'est très important à retenir parce que ça a des applications en pathologie. Donc, je n'ai pas fait de diapositive là-dessus, mais ça a des applications en pathologie. C'est-à-dire que si vous avez un caillot qui vient se bloquer au niveau, donc avant avant le rameau, donc par ici, par exemple, vous aurez, donc là, c'est pas très bien représenté, mais l'artère ophtalmique sort un petit peu plus en amont ici. Donc, si on a un caillot qui vient bloquer donc l'artère carotide interne avant qu'elle donne l'artère ophtalmique, on va avoir quoi comme problème? On aura une absence de vascularisation du cerveau homolatéral, donc du cerveau du même côté que, que le thrombus, et on aura une absence de vascularisation de l'œil homolatéral. Sauf que le cerveau homolatéral, ça a une action qui est contralatérale, donc on aura une paralysie qui sera contralatérale, mais une perte de l'œil homolatérale. Et ça nous indique que le caillot, il est avant la division, ou plutôt la naissance de l'artère ophtalmique. Voilà. Parce qu'on peut avoir un caillot qui est après cette naissance de l'artère ophtalmique et qui à ce moment-là donnera seulement une paralysie contralatérale et pas de perte de l'œil, pas de problème au niveau de l'œil homolatéral. Voilà. Donc ça a une vraie importance en pathologie qu'il faut retenir. Voilà, artère ophtalmique, unique rameau de l'artère carotide interne. Les 4 autres artères dont on a parlé étant des branches terminales. J'aimerais développer un petit peu une structure qu'on voit ici et qui s'appelle le polygone de Willis ou le cercle artériel de la base du cerveau. Donc, j'ai pris un schéma du Netter pour vous le montrer, qui est un peu plus clair. Et sur ce schéma, donc je vais d'abord vous le décrire. Hein. Donc, ce polygone, en fait, il est composé de quoi? C'est en fait les artères qui viennent alimenter ce polygone. Ce sont les artères vertébrales via l'artère basilaire ou le tronc basilaire et les artères qu'on voit ici, artères carotides internes des deux côtés. Donc ça, c'est les artères qui viennent alimenter le polygone de Willis. Donc, commençons par le début. On recommence. Les artères vertébrales, ici, elles fusionnent. Elles donnent le tronc basilaire ou artère basilaire. Ce tronc basilaire, il se divise en 2 artères cérébrales postérieures qui sont reliées donc ici avec la communicante postérieure, mais ça, on considère que c'est une branche terminale de l'artère carotide interne. Donc ici, on a l'artère carotide interne qui arrive, qui est dans le crâne et qui, elle, va donner l'artère ophtalmique. Voilà, donc voilà, je vous en parlais tout à l'heure. Ici, c'est un peu mieux représenté. On voit bien qu'elle donne l'artère ophtalmique avant de se diviser en ses branches terminales. Voilà. Donc, on a l'artère ophtalmique ici, unique rameau de l'artère carotide interne, cette artère ophtalmique. On a les artères, donc les 4 branches terminales, je vous les remets, ici, ici, ici et ici. Donc l'artère cérébrale antérieure, l'artère cérébrale moyenne et l'artère choroïdienne antérieure qu'on voit ici et qu'on voit ici sur le schéma. Et l'artère communicante
postérieure. Voilà, et les 2 artères cérébrales antérieures qui ici s'anastomosent pour donner l'artère communicante antérieure, d'accord? Anastomose, je ne sais pas si on l'avait déjà défini la dernière fois. Bon, il vaut mieux 2 fois qu'une. Une anastomose, c'est une sorte de, comment dirais-je, de petite communication en fait. Un système anastomosé, c'est un, voilà, c'est un système artériel anastomosé, c'est un système où finalement toutes les artères communiquent entre elles. Donc voilà, ici on voit bien que c'est une communication, d'ailleurs elle s'appelle littéralement l'artère communicante antérieure, qui fait donc communiquer les 2 artères cérébrales antérieures. Voilà, donc le polygone, vous pouvez très clairement le voir ici, hein, c'est assez net. Donc c'est un polygone qui a 7 côtés, 7 angles, et qui est alimenté par 10 artères, d'accord, qui est composé de 10 artères. On va faire tous des comptes ensemble, donc 7 côtés, c'est très simple. On fait ensemble, hein, vous pouvez vous en profiter comme ça pour apprendre à réciter. Donc, les artères cérébrales postérieures, ça fait déjà 2 côtés. Les artères communicantes postérieures, ça fait 4 côtés. Les artères ici cérébrales antérieures, ça fait 4 plus 2, donc 6 côtés, hein, les artères cérébrales antérieures ici et ici. Et l'artère communicante antérieure, qui est unique, ça fait 6 plus 1, donc 7 côtés. Les angles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et toutes les artères, donc les 10 artères qui alimentent ce polygone de Willis, on va les compter ensemble. Hein. Donc, on va déjà décompter toutes celles qui constituent les angles. On va les répéter si vous voulez très rapidement. Artère cérébrale postérieure, artère communicante postérieure, artère cérébrale antérieure et artère communicante antérieure. Voilà, ça fait 7. Et donc, il nous en manque 3. Ce sont les artères carotides internes et l'artère basilaire ou tronc basilaire. Voilà. Ça, ce sont toutes les artères qui vont participer directement au polygone de Willis. Alors, voilà pour ce qui était de la vascularisation de l'encéphale. On passe maintenant à la vascularisation de la moelle. Donc, la moelle, comment est-ce qu'elle est vascularisée? On avait déjà vu tout à l'heure qu'on avait une petite artère ici qui naissait de la fusion des 2 artères vertébrales. Cette artère, c'est l'artère spinale antérieure. Et on la retrouve, comme je vous l'avais promis, on la retrouve ici. Donc, dans la partie antérieure de la moelle, on retrouve l'artère spinale antérieure, qui est vraiment l'artère, comment dire, si on devait retenir qu'une artère pour la vascularisation de la moelle, ça serait celle-là. Hein. Parce que les artères spinales postérieures qu'on voit ici sont beaucoup plus grêles, beaucoup plus inconstantes. Donc, si on devait vraiment retenir une artère, ce serait l'artère spinale antérieure. Il faut savoir que l'artère spinale antérieure, voilà, on a des tas de systèmes d'anastomose qui viennent la relier avec les artères spinales postérieures. Et surtout, on a aussi un petit contingent vasculaire qui provient des vaisseaux qui sont périphériques, en fait, hein, qui sont autour du rachis, qui sont périphériques à la moelle, et qui rentrent et qui viennent vasculariser en suivant la racine. Ici, on voit la racine antérieure, qui suivent la racine et qui viennent vasculariser la moelle. Donc, on appelle ces artères des artères radiculo-pimériennes. Voilà. Bon, c'est tout pour la vascularisation de la moelle. On passe au système nerveux périphérique. On va voir donc que ce système nerveux périphérique se décline en système nerveux périphérique crânien et système nerveux périphérique spinal. Et on va commencer par le système nerveux périphérique crânien. Alors, oui, il y a un système nerveux périphérique crânien. Non, tout ce qui n'est pas dans le crâne ne fait pas partie, tout ce qui ne démarre pas dans le crâne ne fait pas partie du système nerveux central. Je vous rappelle que le système nerveux périphérique, c'est le système nerveux de conduction. Il n'a aucune autonomie, c'est des câbles, d'accord? Le système nerveux, en gros, le système nerveux central, c'est celui qui donne les ordres. Le système nerveux périphérique, c'est vraiment un système nerveux qui est là pour apporter l'ordre à l'organe. Donc, c'est un système nerveux qui a 0 autonomie et qui est un système de conduction. Donc, tout ce qui va être de la conduction, tout ce qui va être le système nerveux périphérique crânien, c'est tout ce qui va être lié, voilà, à la conduction de l'information. Donc, on décrit 12 paires de nerfs crâniens.
12 paires de nerfs crâniens. Je vous ai mis ici une planche d'unitaire qui en résume les actions. Mais vous devrez apprendre, évidemment, le nom de chaque nerf crânien, le numéro, le nombre, ici en chiffre romain, qui est associé à chaque nerf crânien, et leur rôle. C'est important que vous maîtrisiez ça. Vous allez voir, c'est très simple. Il y en a 12 à apprendre. Et vous avez un moyen mémotechnique pour retenir leur nom et leur numéro. Et vous avez un moyen mémotechnique pour retenir leur origine. Donc, vous allez voir. Et après, souvent, leur nom est directement lié à leur fonction. Donc, en fait, c'est assez rapide de les connaître et c'est assez rapide de maîtriser cette partie du cours. Je compte pas m'étaler là-dessus parce que c'est un apprentissage par cœur. Donc, je sortirai une fiche là-dessus qui vous dira comment apprendre ça. Vous allez voir, c'est assez basique, hein. Donc, j'ai pas grand-chose à expliquer là-dessus. C'est vraiment un apprentissage par cœur. Donc voilà, je vous ai même pas mis ici le nom pour la tuto rentrée, pour l'examen que vous aurez. Je vous demande pas de connaître tout ça. Voilà, je vous le dis, je sortirai une fiche très rapidement pour que vous la preniez. Maintenant, j'aimerais que qu'on comprenne l'essentiel ensemble, c'est-à-dire qu'on a 12 paires de nerfs crâniens. Ces nerfs crâniens, ils viennent d'où? Alors, soit ils viennent directement du cerveau, soit ils viennent du tronc cérébral. Leurs noyaux sont situés dans le plancher du quatrième ventricule. Hein, ça, c'est très important, le plancher du quatrième ventricule. Ils ont des fonctions qui sont soit motrices, soit sensitives, soit les deux, et qui sont très diverses. Hein. Il faut savoir que ça ne va pas générer que des comment dire, ça n'a pas un rôle qui est que crânien, hein, qui est que limité au crâne. Hein. Ça a vraiment des actions qui sont très diverses, qui ne se cantonnent pas à la tête. Donc, je vous ai mis ici quelques exemples. On peut voir même là hein, les exemples. Par exemple, on a le nerf 1, donc le nerf olfactif, qui va gérer tout ce qui est l'olfaction. Hein, voilà. C'est lui qui vous permet d'avoir le sens olfactif. Parce que voilà, c'est eux qui gèrent tous les sens. Hein. Donc le nerf 1 qui est le nerf olfactif, le nerf 2 qui gère la vue. On va avoir aussi le nerf facial qui a un rôle dans le goût. L'ouïe, c'est géré par le 7, le vestibulo-cochléaire, qui gère à la fois le vestibule, ça on en avait déjà parlé pour le cervelet, hein, tout ce qui était vestibulo-cérébellum, c'est l'équilibre. Donc le vestibule, c'est l'organe de l'équilibre. Voilà. Et la cochlée, c'est l'organe justement qui transforme le son en signal nerveux. Voilà, donc ça c'était pour les différents sens. On a aussi des fonctions de motricité de la face. On a le nerf 7, encore une fois, qui est le nerf facial et qui va gérer ici, vous avez représenté tous les muscles possiers de la face. Donc ce sont des muscles qui vous permettent de bouger la peau. C'est un rôle qui est quand même très important puisque c'est lui qui nous permet de sourire ou au contraire d'être pas content, de froncer les sourcils, d'ouvrir, d'écarquiller les yeux, ça c'est l'orbiculaire, ou alors de comment dire, de bouger les lèvres comme ça. Ça va être l'orbiculaire des lèvres, l'orbiculaire aussi des yeux. Vous avez aussi des muscles qui vous permettent de bouger les narines, les zygomatiques, voilà, qui vous permettent de sourire. Vous pouvez lever les sourcils, les froncer, donc vous avez quand même beaucoup de muscles. Et tout cela sont gérés par le nerf facial. Donc voilà, on a aussi une fonction motrice hein, que je viens de décliner. Et vous avez aussi des fonctions qui n'ont rien à voir avec la tête, c'est-à-dire par exemple les sécrétions gastriques. Ça, c'est surtout le nerf vague, hein, qui est le plus long nerf de l'organisme et qui part du crâne, qui part de l'encéphale. Et ce nerf vague, il a des fonctions qui sont d'une diversité, je veux dire, il fait des tas de trucs. Voilà, ici, on voit le système digestif, on voit les poumons et le cœur. Je veux dire, il a vraiment des rôles qui sont pas du tout limités à la tête et qui sont très divers. Alors, on va passer au système nerveux périphérique spinal. Si j'ai tout dit, ouais, j'ai tout dit globalement pour ça. On va passer au système nerveux périphérique spinal.
Donc, ici, vous reconnaissez la moelle, avec ici corne dorsale, ici corne ventrale, racine antérieure, racine antérieure, racine postérieure, avec le ganglion sensitif et le nerf. Je crois qu'on en avait déjà parlé la dernière fois. Mais voilà, on va développer ici tout ce qui est système nerveux périphérique. Donc, le système nerveux périphérique, ah oui, non, on n'avait peut-être pas parlé. Alors, voilà, donc je vais aller plus lentement. Le système nerveux périphérique, il commence à partir des racines. Donc, les racines, c'est ce qui se connecte à la moelle. La racine antérieure se connecte à la corne antérieure et donc transmet l'information motrice. La racine postérieure se connecte à la corne dorsale ou à la corne postérieure de la moelle et donc transmet toute l'information sensitive. Elle ramène toute l'information sensitive jusqu'à la corne dorsale. Au niveau de la racine dorsale, vous avez le ganglion spinal, qui est donc un ganglion sensitif. Et ces deux racines s'unissent pour former le nerf spinal, qui a donc un contingent à la fois moteur et à la fois sensitif. Ce nerf spinal, à la fois, il amène l'information motrice et en même temps, il ramène l'information sensitive. Donc, ce nerf spinal, il sort par le foramen intervertébral. Il a un très court trajet avant de se diviser en rameau dorsal du nerf spinal et en rameau ventral. Donc, le rameau dorsal du nerf spinal, il va avoir un rôle pour les muscles érecteurs de la colonne vertébrale et les téguments du dos. Donc, en gros, le rameau dorsal, il part en postérieur et il va innerver ce qui est postérieur, c'est-à-dire les muscles érecteurs de la colonne vertébrale et les téguments du dos. Voilà. Le rameau ventral, lui, il part en antérieur et il va innerver ce qui est antérieur, c'est-à-dire les muscles de l'hypomère. Voilà, on peut remonter aussi à l'origine embryologique. Ça, c'est l'épimère et ça, c'est l'hypomère, en gros. Voilà. Ça, c'est le dos, ça, c'est ce qui est dorsal et ça, c'est ce qui est ventral. Donc, ce rameau ventral, il va venir innerver voilà, les muscles de l'hypomère, les muscles aussi des membres, du coup, et les téguments, donc la peau de l'hypomère et des membres. Il est beaucoup plus épais que le rameau dorsal, sauf pour ces deux, mais ça, c'est les détails que vous reverrez dans la réunion. Donc, voilà, le nerf spinal qu'on voit ici entouré, vous voyez qu'il est très court. Il est vraiment très court avant de se diviser en rameau dorsal et rameau ventral. Alors, voilà. Je vous ai mis ici une petite explication pour vous dire qu'au niveau du tronc, on a une innervation qui est en ceinture et qui délimite des dermatomes. Donc, l'innervation sensitive au niveau du tronc, elle se fait en ceinture. Vous avez la ceinture ici, T1, T2, les tétons qui sont innervés par T4. Voilà. Donc, c'est assez régulier. C'est une organisation qui est assez, voilà, une organisation qui est assez régulière. Alors qu'au niveau des membres, on a une innervation qui passe par des plexus. Alors ici, je vous ai mis le schéma du plexus brachial. Les plexus nerveux du système périphérique, ça va être en gros un peu comme des anastomoses. C'est un peu le même principe que pour les artères, c'est-à-dire que c'est un petit bordel, quoi. Ça vient, voilà, là, si vous voulez une définition d'un plexus, c'est un petit bordel. C'est-à-dire que ça part dans tous les sens, ça fusionne, ça se divise, enfin voilà, c'est une galère. Ce qui fait que l'innervation, qu'elle soit donc bon, motrice, c'est encore autre chose, mais l'innervation sensitive, elle est assez bordélique. C'est-à-dire qu'on a l'épaule qui va être innervée par C5, la partie plutôt interne du bras et jusqu'au doigt, on va avoir C6, le majeur c'est C7, ensuite on a C8 qui va innerver voilà, les deux derniers doigts, on remonte, c'est pas clair du tout, c'est pas du tout organisé. Donc je vous prends l'exemple du bras avec épaule C5, C6, C7 au niveau du majeur, C8 et puis ici à l'intérieur du bras, je ne sais pas si on voit bien, voilà, ici à l'intérieur du bras, vous avez C8 et vous avez même une petite zone ici qui est T1. Enfin, je veux dire, c'est vraiment bordélique. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau du tronc, on a une innervation en ceinture et au niveau de l'innervation sensitive, on a une innervation en ceinture qui délimite des dermatomes, alors qu'au niveau des membres, on a des plexus beaucoup plus bordéliques. On va passer maintenant à la description des voies.
Donc, on va avoir les voies sensitives et les voies motrices. On commence par la voie de la sensibilité cutanée. Je vous ai fait ici un petit schéma. Voilà, je vous ai fait un petit schéma qui résume globalement toute la voie. Je sortirai une fiche. J'aime bien faire des petits schémas, donc je vous sortirai une fiche avec tous ces petits schémas que je vous ai fait pour que ce soit voilà, regroupé dans un endroit. Donc, on va suivre le petit schéma. Donc, d'abord, vous touchez, bon, j'ai fait un petit hérisson. Bon, il n'est pas hyper réaliste, mais bon, voilà, c'est un petit hérisson. Donc, vous touchez quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, hein, c'est pas forcément un hérisson. Vous touchez ici le hérisson. Hop, l'information démarre. Vous avez des récepteurs sensoriels au niveau du doigt et partout d'ailleurs sur la peau. On envoie l'information. Tac, 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 tac. Elle arrive dans le nerf spinal. Tac, 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 on continue de monter. Elle passe dans, ici on reconnaît la racine postérieure ou la racine dorsale, donc la racine sensitive, qui continue de ramener l'information, tac, 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 et on arrive au niveau du ganglion sensitif. Dans le ganglion sensitif, on a le premier neurone de cette voie. Le premier, enfin en tout cas le corps cellulaire du premier neurone de la voie. C'est un neurone en T, donc c'est un neurone, si je me souviens bien, pseudo-unipolaire, je crois, puisqu'on a une espèce de continuité macroscopique entre dendrite et axone. Donc, le corps cellulaire de ce premier neurone, il est dans le ganglion sensitif, il envoie son axone dans la suite de la racine dorsale. La racine, alors, petit problème de lumière. Bon, bah, c'est pas grave, on va faire sans, puisqu'il fait encore un peu jour. Alors, la racine dorsale, voilà, se connecte à la corne. Je vais peut-être rallumer ici. La racine dorsale se connecte à la corne dorsale. Dans la corne dorsale, on va retrouver le deuxième neurone. Voilà, donc dans la substance grise, on retrouve le corps cellulaire du deuxième neurone qui récupère l'information. Ensuite, il envoie son axone. Donc, on vient d'écusser directement après le corps cellulaire du deuxième neurone. On envoie l'axone. Tac, 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 tac. Ça remonte, ça remonte, ça remonte. On arrive ici à un tronc cérébral très schématisé. Hein. On remonte dans la moelle. On a le tronc cérébral. Ici, on arrive au cerveau. Donc là, j'ai fait une coupe frontale du cerveau en schéma. On fait un relais dans le thalamus. Ici, au centre du cerveau, voilà. On fait relais dans le thalamus, où on a le troisième neurone qui est thalamique. Voilà. Le troisième neurone thalamique, il est présent dans toutes les voies sensorielles et sensitives, hein, sauf dans la voie sensorielle la plus simple, qui est la voie de l'olfaction, tout simplement parce que c'est une voie, c'est la première qu'on a développée, c'est la voie la plus simple, puisque c'est vraiment, on découvre, enfin on est sensible aux molécules qui composent notre environnement. Donc voilà, c'est vraiment comment dire, c'est le sens le plus simple, c'est l'olfaction, et c'est pour ça qu'il n'a pas de relais dans le thalamus. Mais sinon, retenez que tous les autres sens ont un troisième neurone thalamique. Voilà. Ou alors un neurone thalamique, parce qu'il est vrai que la vue aussi, oui. Non, c'est toujours un troisième neurone thalamique. Donc, on a ce troisième neurone thalamique qui, lui, envoie l'information jusqu'au cortex, et plus précisément jusqu'au gyrus post-central, donc au gyrus qui est après la scissure centrale de Rolando. Donc, voilà, on envoie l'information jusqu'au gyrus post-central qui se trouve sur le cortex. Voilà, neurone en T, deuxième neurone médulaire et neurone thalamique. Donc, petit récap très rapidement. Tac, on arrive dans le nerf spinal, on passe dans la racine postérieure. Ici, on a le ganglion sensitif où on a le neurone en T. Ce neurone, il envoie son axone directement dans la corne postérieure de la moelle. Ici, on a le corps dans la moelle, le corps cellulaire du deuxième neurone. Ce deuxième neurone, tac, il nous fait décusser. Ces fibres décussent, l'axone remonte, jusqu'au thalamus, où on a le fameux relais thalamique, le troisième neurone thalamique. Corps cellulaire du troisième neurone, bam, on va vers le cortex et on est dans le gyrus post-central.
OK. Ensuite, on a la voie motrice principale. Donc, il y a plusieurs voies motrices. Ici, on étudie la voie motrice principale. Donc, il faut savoir que cette voie motrice est mononeuronale. Là, on avait une voie qui était trineuronale. Ici, on est sur une voie motrice mononeuronale. Donc, tout commence au niveau du cortex et plus précisément du gyrus précentral. Je vous avais déjà dit que ce gyrus précentral, ce gyrus antérieur, il est moteur, de même que la corne ici antérieure, elle est motrice. Donc, tout commence au niveau du gyrus précentral. On a une cellule, un neurone qu'on appelle la grande cellule pyramidale de Betz, qui génère l'information. Donc, celle-ci circule, donc les fibres circulent dans le centre ovale, puis dans la capsule interne. On arrive dans le tronc cérébral, et là, on a deux choix, en gros. Soit on s'engage vers les fibres ou la voie corticospinale, donc c'est celle-ci, en rouge, soit on s'engage vers la voie corticospinale. Donc corticospinale, ça veut littéralement dire cortex et moelle spinale. Donc c'est du cortex à la moelle spinale. Soit on s'engage vers la voie corticonucléaire, qui veut dire qu'on va aller vers les noyaux qui sont dans le plancher du quatrième ventricule, et donc c'est la voie c'est littéralement cortex, noyau, donc en l'occurrence noyau des nerfs crâniens du quatrième ventricule, du plancher du quatrième ventricule. Donc, on commence par la voie corticospinale, donc grande cellule pyramidale de Betz, centre ovale, capsule interne, tac, 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 tronc cérébral. On s'engage donc corticospinal, ça veut dire qu'on décusse au niveau de la décussation des pyramides, qui est dans la partie postérieure, qui est dans la partie, alors attendez, c'est postérieur ou antérieur? Non, c'est dans la partie postérieure, dans mon souvenir. Dans la partie postérieure du tronc cérébral. Donc voilà, décussation des pyramides. Ensuite, on descend, on descend, on descend. On arrive au niveau donc, de la corne dorsale de l'étage de moelle qui nous intéresse, du myélomère qui nous intéresse, dans lequel on trouve le corps cellulaire du motoneurone, voilà, du neurone moteur qui va ensuite, lui, transmettre l'information en faisant circuler ses fibres dans la racine antérieure, puis dans le nerf spinal. Le nerf arrive jusqu'au muscle, et là, voilà, on a la contraction du muscle. Ouais, donc ça, c'était pour la voie corticospinale. Il y a un truc que je voulais vous dire qui est que pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une voie qui est mononeuronale alors que là, on a deux neurones? Tout simplement parce qu'on considère que ce motoneurone, il fait partie du système musculaire. Voilà. On le compte pas vraiment, c'est toujours une vue anatomique, hein, en fait. Hein. C'est pas, voilà, hein. Tout ce qu'on fait en anatomie, c'est décrire des trucs qui existent déjà. Donc, à partir du moment où on donne un nom à quelque chose, forcément, voilà, ça peut inclure des ambiguïtés. Mais en l'occurrence, c'est tout simplement qu'on considère que ce motoneurone fait partie du système musculaire. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est mononeuronal? L'autre voie, donc la voie corticonucléaire, on part du cortex, gyrus précentral, on a le même trajet, centre ovale, capsule interne, et une fois qu'on arrive dans le tronc cérébral, on va se diriger directement vers les noyaux, qui sont les noyaux des nerfs crâniens qui sont sur le plancher du quatrième ventricule. À partir des noyaux des nerfs crâniens, là je vous ai mis par exemple, on a vu tout à l'heure le nerf facial qui innerve les nerfs, qui innerve les muscles possiers de la face. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va, c'est par cette voie-là que passe l'innervation des muscles possiers de la face. Voilà, on arrive ici au niveau du noyau du nerf 7 et ensuite on se dirige vers les muscles. Voilà pour ce qui est de la voie motrice principale. Il existe aussi, ça c'est important à connaître, une voie motrice extra-pyramidale qui est une voie qui est involontaire, qui est inconsciente, parce qu'évidemment la voie motrice principale, elle est consciente, hein, mais voilà, là on est sur une voie qui est tout à fait inconsciente, qui
Et extrapyramidale, pourquoi? Parce qu'elle ne descend pas de la grande cellule pyramidale de Betz, et donc elle est extrapyramidale. D'où elle naît donc? On a l'intervention du cortex, les noyaux centraux, du locus niger, ça c'est important, c'est dans le mésencéphale et c'est atteint dans la maladie de Parkinson, on y revient juste après, et aussi du cervelet. Donc, c'est une voie voilà, qui est involontaire, qui permet notamment la fluidification du mouvement, la coordination, etc. Ça a des tas de rôles qui sont assez inconscients finalement. C'est pour ça que vous n'avez pas des mouvements qui sont saccadés. Et c'est notamment atteint dans la maladie de Parkinson. Ici, je vous ai mis un petit gif. Voilà, c'est quelqu'un qui a du mal à manger ses céréales. C'est un peu sadique, mais bon, voilà. Tout simplement parce que dans Parkinson, l'un des symptômes, c'est ça, c'est le mouvement saccadé. Donc voilà, il est là, il essaye, mais il n'y arrive pas. Donc j'espère que ça vous permettra de retenir cette partie. Donc voilà, atteint dans Parkinson, et le locus niger, lui aussi, il est atteint dans Parkinson. Je ne sais plus dans quel cours on voit ça, mais voilà. Oui, j'ai rien d'autre à dire sur la voie extrapyramidale. Donc ça nous amène directement à parler du système nerveux végétatif. Alors lui, vous allez voir, il est un petit peu plus compliqué. Ce système nerveux végétatif, qu'est-ce que c'est? Le système nerveux autonome, hein, il est aussi appelé comme ça, tout simplement parce qu'il a une certaine forme d'autonomie vis-à-vis du système nerveux central, mais il n'est pas pour autant complètement indépendant. Hein. C'est-à-dire que le système nerveux central peut tout de même influencer le système nerveux autonome. Il va avoir des rôles qui sont très variés. Ça va être tout un tas d'automatismes qu'il y a dans votre corps, typiquement la digestion. Vous ne pensez pas à contracter votre tube digestif et pourtant la nourriture se déplace. Donc, il faut bien qu'il y ait à un moment une commande de ce mouvement. Et en l'occurrence, c'est le système nerveux végétatif qui s'en occupe. Les sécrétions, pareil, vous ne pensez pas à sécréter des acides gastriques. Et pourtant, c'est le système nerveux végétatif qui s'en occupe. Vous ne pensez pas à dilater votre pupille. Et pourtant, c'est le système nerveux végétatif qui s'en occupe. Donc, il faut savoir qu'il est divisé en deux grands systèmes, que sont le système orthosympathique, parfois appelé uniquement système sympathique. Hein. Sur Internet, vous pourrez trouver ça parfois. S'il y a marqué juste système sympathique, on fait référence au système nerveux orthosympathique. Donc, vous avez aussi le système nerveux parasympathique. Ici, j'ai mis stress et relax tout simplement parce qu'on peut résumer leur action de façon assez grossière, mais voilà, c'est pour retenir. On peut résumer leur action de la façon suivante. Je vais allumer la lumière. Hop. On peut résumer leur action de la façon suivante, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va s'occuper du stress, voilà, de réagir en situation de stress, et il y en a un qui va s'activer plutôt dans des situations qui vont être plutôt calmes, plutôt relax. Donc voilà. Le système nerveux orthosympathique, c'est le système du stress. D'ailleurs, il est médié, enfin, il utilise comme neuromédiateur l'adrénaline. Donc voilà, vous connaissez. Le parasympathique, lui, il est plutôt cool, plutôt relax, et il utilise comme neuromédiateur l'acétylcholine. Donc le système nerveux orthosympathique, il a quoi comme action? D'abord, quand vous êtes stressé, vous avez quoi? Quand il y a un danger, vous êtes dans la nature et vous rencontrez un lion, voilà, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez le cœur qui s'emballe. Il faut pouvoir réagir à un effort. Si vous vous mettez à courir, il faut que votre cœur suive le rythme. Donc, vous avez le cœur qui s'emballe. Ça, c'est très important. Voilà, vous avez le cœur qui s'emballe. Donc, le rythme cardiaque qui augmente et la contraction du cœur qui devient plus élevée aussi. Vous avez la tension qui augmente, dans la même logique. Vous avez, vous suez aussi, toujours, pareil, être capable de courir, de faire un effort. Vous avez une bronchodilatation. On est toujours dans la même logique. Hein. C'est une bronchodilatation. Ça vous permet d'augmenter l'efficacité des échanges gazeux dans vos poumons. On dilate votre pupille, donc mydriase. Donc ça veut dire que vous allez capter plus de lumière, vous êtes plus attentif, vous êtes plus réactif. Et la lubrification vaginale, ça, c'est voilà, ce qui n'a pas vraiment de sens avec le stress. Voilà, mais c'est géré par l'orthosympathique. On reparlera juste à la fin de la mécanique sexuelle pour que vous compreniez.
Donc voilà, c'est le système nerveux du stress. J'ai mis ici les actions principales. Il y a plus d'actions dans la Renéo, mais vous apprendrez ça plus en détail plus tard. Ici, déjà, retenez ces principales actions, ce sera déjà bien. Et vous avez en parallèle un peu l'inverse, le parasympathique qui est plutôt cool. Donc ça va plutôt être, on diminue le rythme, on diminue la tension, on se prépare à manger un bon repas, donc on fait les sécrétions salivaires, les sécrétions gastriques, on rétrécit la pupille pour protéger la rétine, voilà. Donc on n'a pas besoin de, voilà, c'est vraiment, on est en situation de tranquillité et donc on a ça. Voilà pour ce qui est du parasympathique. Contracte les fibres olives. Et donc, par rapport, oui, et c'est lui aussi qui fait mission défécation-érection. La mission, c'est le fait de faire pipi. La défécation, c'est le fait de faire caca. Et l'érection, ça, vous connaissez. Et donc, par rapport à la mécanique sexuelle, oui, ces deux systèmes ne sont pas toujours opposés. Ils ont globalement une action opposée, mais ils ne le sont pas toujours. Et l'exemple qu'on peut donner, c'est cette mécanique sexuelle. C'est-à-dire que pour un bon coït, vous avez besoin des deux systèmes. Donc, d'une lubrification vaginale efficace, ça c'est géré par l'orthosympathique. Et aussi, vous avez besoin de contracter les fibres lisses de la prostate, ça c'est le parasympathique. Vous avez d'autres actions. L'orthosympathique, par exemple, va contracter le sphincter lisse de la vessie pour empêcher le sperme d'aller dans la vessie pendant l'éjaculation. Donc voilà, vous avez vraiment des actions qui sont convergentes pour permettre une bonne mécanique sexuelle. Alors, on va parler de l'organisation générale de système. Donc, tout d'abord, vous avez un protoneurone qu'on appelle le neurone préganglionnaire, tout simplement parce qu'il est situé en amont des ganglions. Dans la voie, il est situé en amont des ganglions, qui peut être ce protoneurone soit dans le tronc cérébral, soit dans la moelle. On reviendra plus en détail là-dessus après. Et un deuxième neurone, donc le deuxième neurone, il est situé dans un ganglion végétatif, que ce soit un ganglion qui soit dans le tronc orthosympathique ou alors dans un autre chose, n'importe quoi, un autre ganglion. Voilà, donc on a vraiment ce deuxième neurone qui est dans un ganglion et dont les fibres donc sortent du ganglion. Donc ces fibres sont post-ganglionnaires et c'est pour ça qu'on appelle ce deuxième neurone le neurone post-ganglionnaire. Voilà, donc c'est une voie qui a deux neurones, un préganglionnaire et un post-ganglionnaire. Un préganglionnaire tronc cérébral moelle et un post-ganglionnaire dont le corps est situé dans le ganglion, mais dont les fibres sont post-ganglionnaires. Et ensuite, on arrive à l'organe effecteur. Alors, un petit point de définition. Un nerf qui va vers un plexus nerveux sympathique. Un plexus nerveux sympathique, ça a une définition qui est importante à connaître. C'est un amas de ganglions sympathiques. Donc, voilà, un nerf qui va vers ce plexus nerveux sympathique, on appelle ça un nerf splanchnique. Et un nerf qui va d'un plexus nerveux sympathique à une viscère, on appelle ça un nerf viscéral. Voilà, donc nerf splanchnique vers un plexus, nerf viscéral d'un plexus à une viscère. OK, donc je vais vous décrire d'abord le système orthosympathique. Donc le système orthosympathique, colonne intermédio, donc oui, donc le système orthosympathique, le protoneurone, il est où? Il est dans la moelle. Il est dans la moelle et il est situé plus précisément dans ce qu'on appelle la colonne intermédio-latérale, qui est située ici à l'extérieur de la colonne intermédio-médiale, qui est aussi une colonne végétative dont on ne connaît pas trop l'utilité. Voilà, donc cette colonne, elle s'étend de C8 à L2. Ça, c'est important à retenir. Elle s'étend de C8 à L2. Donc, elle est à peu près de la fin des myélomères cervicaux jusqu'au myélomère lombaire, quoi. Voilà. Elle s'étend de C8 à L2. Voilà. Donc, c'est elle qui envoie les premières fibres. On passe, du coup, ici. Donc là, c'est plutôt moteur en l'action que je vous représente, puisqu'on passe dans la racine antérieure. Ensuite, on arrive dans le nerf spinal. Et à partir du nerf spinal, on a ce qu'on appelle un rameau communicant blanc. Donc, ce rameau communicant blanc, il a pour seule utilité
de venir relier le nerf spinal au tronc sympathique. Le tronc sympathique, c'est quoi? C'est une chaîne de ganglions orthosympathiques qui se situe latéralement par rapport au rachis. Donc, c'est-à-dire que si on regarde l'anatomie, si on regarde un corps humain, vous avez la moelle qui est protégée par le rachis et à l'extérieur, vous avez un ensemble de ganglions, une espèce de chaîne, voilà, des deux côtés, hein, une espèce de chaîne de ganglions, une chaîne de ganglions orthosympathiques qui vient, voilà, ici, garder des tas de corps cellulaires pour les voies orthosympathiques. Donc, je répète, on a ici les fibres qui empruntent un rameau communicant blanc qui arrive au tronc sympathique. Et ici, on a deux possibilités. Soit on se dirige vers une viscère, soit on se dirige vers les membres. Donc, si on se dirige vers les membres, on va soit envoyer un rameau communique. Donc, on envoie, voilà, on communique par rapport à un rameau communicant gris qui va rejoindre le nerf spinal. Ici, je vous ai mis un rameau communicant gris aussi que j'ai coupé. Donc là, vous avez un rameau communicant gris qui rejoint le nerf spinal. Soit ce rameau communicant gris il est connecté au même niveau dans le tronc sympathique, soit ailleurs. Voilà, c'est pas obligatoire. Donc, le rameau communicant gris, il apporte l'information jusqu'au nerf spinal, et du nerf spinal, les fibres vont rejoindre les membres. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Oui, on a vu rameau communicant blanc, on a vu rameau communicant gris. C'est quoi la différence? Le rameau communicant blanc, il est recouvert de myéline et donc il y a une conduction rapide. Le rameau communicant gris, il n'y a pas de myéline et donc c'est une conduction lente. Donc pour amener l'information du nerf spinal au tronc sympathique, on a un rameau communicant blanc. Donc pour amener l'information du nerf spinal au tronc sympathique, on a une conduction rapide, c'est très rapide. Et pour en revanche envoyer l'information du tronc sympathique jusqu'au nerf spinal et donc jusqu'au membre, on a plutôt une conduction lente puisqu'on a un rameau communicant gris. Ça, c'est OK. On a la deuxième voie possible, c'est-à-dire celle des viscères. Ici, on est dans le tronc sympathique. On ne fait pas de relais, c'est-à-dire que là, on ne fait pas un relais avec un deuxième neurone qui est dans le tronc sympathique. On attend, on ressort par un nerf splanchnique. Voilà, c'est pour ça que c'est important de connaître les définitions. On ressort par un nerf splanchnique et on va faire en fait le relais avec le deuxième neurone dans un plexus sympathique. Voilà. Donc, pas de relais pour les voies viscérales directement dans le tronc sympathique. On va directement faire ce relais dans un plexus. Et ensuite, on sort par un nerf viscéral et on atteint les organes effecteurs. Voilà, là, je pense que j'ai tout dit pour l'orthosympathique. Le parasympathique, lui, donc, il démarre soit du plancher du quatrième ventricule, soit de la colonne intermédio-ventrale. On remarque quoi? Que c'est les deux extrémités. Ah oui, pardon. La colonne intermédio-ventrale, elle s'étend seulement de S2 à S4. D'accord? Tout à l'heure, ça s'étendait de C8 à L2 pour la colonne intermédio-latérale. Et là, elle est ventrale puisqu'elle est dans la corne ventrale. Et elle s'étend seulement de S2 sur S2, S3, S4. Elle s'étend que sur 3 mm. Elle est très courte. Voilà. Et là, on voit toujours la colonne intermédio-médiale, mais on ne sait pas quoi dire, encore une fois. Donc, cette colonne intermédio-ventrale, voilà, elle est vraiment tout en bas de la moelle. Et le plancher du V4, il est tout en haut du système nerveux central. Donc, on est vraiment, le parasympathique, il est vraiment aux deux extrémités. Et ensuite, on va passer soit par des nerfs crâniens, soit par des nerfs splanchniques pour aller rejoindre l'organe effecteur. Alors, je vous ai mis des infos sur le rôle que pouvait avoir le parasympathique et les nerfs qu'il emprunte. Donc, le parasympathique pelvien, ici S2, S3, S4, c'est des nerfs splanchniques pelviens qui vont aller transmettre l'information pour mixture, défécation, érection. Voilà, ça c'est assez simple. En revanche, le parasympathique qui passe par les nerfs crâniens, ça c'est déjà un peu plus compliqué. On a 4 nerfs qui vont transmettre une information parasympathique. C'est les nerfs 3, 7, 9 et 10. OK? Donc, le nerf 3, 7, 9, 10. On va commencer par le nerf 3. Donc, le nerf 3 ou nerf oculomoteur, je vous le dis, vous apprendrez ça plus tard, nerf oculomoteur, il sert en gros à apporter le parasympathique jusqu'à l'œil.
Donc, son rôle pour le parasympathique, ça va être de faire ce qu'on voit ici, c'est-à-dire un myosis, c'est-à-dire un rétrécissement de la pupille. Myosis, rétrécissement de la pupille. OK, donc ça, nerf 3 et c'est parasympathique. Le nerf 7, donc le nerf facial, lui aussi, il transmet de l'information parasympathique. C'est lui qui permet de pleurer, donc d'activer les glandes lacrymales, ou de saliver, d'activer les glandes salivaires, en l'occurrence les glandes salivaires sous-mandibulaires. Donc, nerf 7, pleurer, baver. Nerf 9, il vous permet de baver, mais cette fois avec la glande parotide. Et le nerf 10, lui, c'est le nerf vague. Le nerf 9, c'était le nerf glossopharyngien, si je ne me trompe pas. Le nerf 10, c'est le nerf vague. Et ce nerf vague, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a des tas d'actions, il est vraiment très varié. Et notamment, il a une action cardiaque. Donc, on a dit que le parasympathique, c'était relax. Donc, il va diminuer le rythme cardiaque et il va diminuer la tension et tout. Et il a aussi une action digestive qui se résume par péristaltisme et sécrétion gastrique. Voilà. C'est tout pour ces cours sur le système nerveux. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, le forum est là pour ça. Je vais vous sortir des fiches, notamment la fiche sur les nerfs crâniens qui sera à prendre par cœur. Je vous la sors très vite. Et voilà, je vous souhaite bien du courage. Et puis, vous allez voir ce second semestre, vraiment, il est très sympathique, surtout à travailler. Il est assez médical grâce à l'anatomie notamment. Et vous allez voir, vous pouvez vraiment prendre du plaisir à travailler. Et j'espère qu'on vous aidera pour ça. Voilà. Est-ce que j'ai de dire à plus? Oui, bon, bah, c'est tout. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Au revoir et bon courage.